Mon invité ce soir est philosophe, écrivain. Chacun de ses livres est un événement. Le dernier en date s'intitule Décadence, de Jésus à Ben Laden, vie et mort de l'Occident, chez Flammarion. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Alors tous ceux qui vous critiquent, et ils sont nombreux, n'ont peut-être pas lu l'ensemble de votre livre, plus de 600 pages. Mais est-ce que vous lisez toutes les critiques et jusqu'au bout? Ah, aucune? Non. Aucune? Non. Jamais? Non, jamais. Mais sans lire de critiques cette fois-ci, vous saviez, je suppose, d'ores et déjà, et a fortiori en choisissant un tel titre, qu'on allait vous opposer encore l'éternelle attaque du déclinisme? Oui, vous savez, je publierai un livre avec rien dedans qui aurait déjà des critiques et je pourrais presque les écrire en amont. Donc, il y aurait peut-être un petit livre à faire d'ailleurs qui pourrait accompagner celui-ci et qui montrerait comment Libération va recevoir, comment Le Monde va recevoir, comment Politis ou je ne sais quoi vont recevoir. J'ai un peu l'habitude, donc comme je travaille beaucoup, je passe pas de temps. Les médias ne vous surprennent plus? Non, pas du tout. C'est un peu normal, ça fonctionne comme ça, on connaît leur sociologie, chaque média est un catéchisme, donc quand on sait comment fonctionnent les catéchismes... Vous savez qu'ils disent la même chose de vous? Oui. C'est pour ça qu'ils vous opposent d'ores et déjà le déclinisme. Mais oui, mais il y a déjà pour un certain nombre d'individus des mots qu'il ne faut pas prononcer, des mots qui sont interdits. Décadence, ce serait un mot de droite. Ça interdit évidemment la réflexion. Donc une partie de la droite dit « Ah voilà, un livre intéressant », une partie de la gauche dit « Bah ça y est, on ferait vraiment passer à droite ». Et puis en même temps, 650 pages, ça suppose de l'humilité, ça veut dire qu'on aura consacré une semaine de travail à la lecture d'un livre. Si on n'aime pas l'auteur, c'est difficile de passer 8 jours avec lui. Et puis de toute façon, si on fait un papier... Même 10 pour finir les 600 pages. Oui. Et puis si on fait un papier sans l'avoir lu, on est payé aussi cher. Alors pourquoi lire ? Mais alors, on va essayer de mettre de côté, de regarder un petit peu de plus près quand même ce procès en déclinisme, comme ça après on le met de côté. Vous dites que vous ne l'êtes pas, mais vous faites, et on va parler en détail, l'analyse du déclin de la civilisation judéo-chrétienne. Pour certains, Michel Onfray, vous vous complaisez dans cette analyse. Il y aurait chez vous, dit-on, une obsession déroutante pour l'engloutissement de la civilisation judéo-chrétienne. Non, j'ai déjà dit que Nietzsche a dit qu'un philosophe c'était un médecin de la civilisation et si je porte un diagnostic, je ne me réjouis pas de porter le diagnostic d'un cancer. Je pense qu'aucun médecin cancérologue diagnostiquant le cancer d'un patient ou d'une patiente ne se réjouit de ça. Alors je veux bien que des gens, sans avoir lu le livre, aient des choses à dire et fassent savoir que quand on a un objet d'analyse, c'est qu'obligatoirement on souscrit à son objet d'analyse et qu'il faudrait être cancéreux pour écrire un livre sur le cancer. On peut écrire un livre sur la décadence simplement parce qu'on dit voilà ce que je crois voir, et qui explique quand même pas mal de choses, plutôt que la courte vue de la politique politicienne, de l'analyse du jour, des informations à jet continu, je dis, et si on élargissait un petit peu, et effectivement, plutôt que de dire, et si nous parlions de ça, il vaut mieux dire que le titre déjà fait savoir que c'est un livre de droite, que je suis complaisant à l'endroit de mon sujet. Non, je parle pas de vous, et que je suis complaisant à l'endroit de mon sujet. Non, je ne le suis pas, j'aurais pu mettre... Ni rire, ni pleurer, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, Spinoza. De Spinoza, oui. Mais on a l'impression, même si vous essayez, et c'est vraiment l'objet du livre, de comprendre l'enchaînement des événements, que ça vous plaît de croire, c'est pour ça que je vous pose la question, que tout s'effondre. Non, pour vous c'est un constat? Mais non, je ne vois pas pourquoi on voudrait... D'ailleurs, je demande qu'on fasse une analyse du texte et qu'on fasse savoir quels sont mes moments d'enthousiasme en disant « tant mieux, bien fait, ça me réjouit ». Non, vous le cachez bien. Vive à la moitié. Mais c'est pas que oui, alors à ce moment-là, on ne veut plus rien dire. C'est-à-dire, si je le cache, c'est qu'on suppose que je ne le dis pas, que je dis même le contraire, et que si je dis le contraire, c'est que vraiment je pense le contraire de ce que je dis. Ça, c'est la vieille analyse freudienne. On ne va pas la faire ce soir. On va rentrer plutôt en détail dans votre travail de philosophe. Dans Décadence, vous tracez en fait une généalogie pour comprendre l'origine des événements, d'où ça vient, et comment expliquer notamment le fait que notre civilisation ne produit plus grand-chose, selon vous. C'est même plutôt rien. C'est-à-dire que ce qu'elle produit n'est qu'en rapport avec la décadence, moi-même, le premier. C'est-à-dire on est dans une civilisation nihiliste où la production fait la démonstration que la création n'est plus à l'ordre du jour. J'ai pas mal voyagé, j'ai quand même vu pas mal de choses. Je veux dire que on a tous vu plus ou moins les pyramides, on a tous vu des ruines un peu partout. On sait que les civilisations naissent, vivent, meurent, disparaissent, et je vois pas pourquoi la nôtre échapperait à ce schéma-là. Il y aurait un déterminisme? Est-ce qu'il y ait ce graphique-là, elle naît, elle croît, elle stagne, elle décroît? Oui, c'est un déterminisme un peu court, c'est que tout ce qui est vivant est supposé mourir. Et quelque chose qui serait vivant et qui échapperait à la mort, à l'entropie, à la fatigue, etc., et qui durerait l'éternité, ça s'appellerait Dieu si Dieu existait. Mais je vois pas pourquoi on accepte que les plantes meurent, que les arbres meurent, que les hommes meurent, que les familles meurent, que les villages meurent, que tout meurt. Les planètes, nous sommes le produit, vous et moi, les gens qui nous écoutent et qui
nous entendent, les produits de l'effondrement d'une étoile, parce que les étoiles naissent, vivent, meurent, disparaissent. Mais elles n'ont pas de spiritualité, contrairement à la civilisation. C'est ainsi, je crois, que vous expliquez justement le déclin ou la décadence. C'est par l'anéantissement, la disparition de la spiritualité qui est ici la chrétienté. Alors. Oui, c'est le principe vital, d'une certaine manière, la spiritualité. C'est le principe vital d'une civilisation. C'est-à-dire comme il y a un principe vital dans tout ce qui vit. Bichat disait, médecin du 19e siècle, que la vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Et je pense effectivement que dans la civilisation, il y a du vivant et qu'il y a ce principe de vie qui nous pousse à être, à créer, à inventer, à fabriquer. Et tout ça se cristallise autour, effectivement, d'une pulsion de vie, mais c'est aussi la vitalité de la civilisation, et la vitalité, c'est une spiritualité. Il n'y a pas d'exemple de civilisation passée qui ne se soit constituée sur un livre majeur, sur une pensée, sur une spiritualité. Et quand cette spiritualité devient politique, ça s'appelle une religion. Est-ce que tout cela découle de ce qui vous caractérise, c'est votre athéisme politique? Vous ne croyez pas qu'il soit possible de changer les choses? Vous ne croyez pas, d'ailleurs, j'en reviens un instant vraiment à la petite politique, si je puis dire, vous ne croyez pas qu'on puisse changer le destin de la France? Vous ne croyez pas aux promesses de la rendre plus grande, plus fière, plus orgueilleuse? Je crois que ce sont des promesses, mais que ce sont des promesses qui sont impossibles à tenir. Je ne vois pas comment les gens qui se précipitent, là, à droite et à gauche, pourraient, s'ils étaient élus, et l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles sera élue, je vois mal comment on peut dire on y arrive et il y a des solutions. Il y a juste un moment où il faut comprendre le passé pour pouvoir comprendre le présent et éventuellement dire moins de sottises sur le futur. C'est-à-dire que j'ai l'âge qui me permet de dire j'ai vu tous ces gens-là nous dire il y a qu'à, il faudrait, et on devrait, et quand on y sera, on fera ceci, etc. Et c'est l'intérêt de l'alternance. Et ils ont eu successivement le pouvoir. Une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre. Presque, successivement, pas tous. Ni Marine Le Pen, et ni Marine Le Pen. Parce qu'en fait, Jean-Luc Mélenchon... Ce n'est pas rien dans le paysage politique, n'est-ce pas? Oui, mais elle arriverait au pouvoir par long conditionnel, qu'elle ferait exactement comme son ami Tsipras, qui est aussi l'ami de Mélenchon, c'est-à-dire qu'il mettrait 3 mois à parler, et puis finalement, il se ferait couper le cou. Elle se ferait couper le cou, puis elle courrait comme un poulet perdu dans la basse-cour, et puis l'Europe obtiendrait d'elle ce qu'elle a obtenu de Tsipras. Mais revenons à la philosophie. Ce qui est troublant dans Décadence, c'est que... tout le monde a tort, selon vous. Les conservateurs ont tort de vouloir revenir à un ordre ancien qui est révolu, et vous dites que vous n'êtes pas nostalgique, contrairement à Alain Finkielkraut ou Éric Zemmour ou d'autres. Et les progressistes ont aussi tort de croire à l'avenir. Mais alors, si on croit ni au passé ni à l'avenir, en quoi on croit encore? Au réel. Et le réel, c'est pas mal. Encore. Ouais, c'est déjà beaucoup. Mais comment on se projette? Puisque le réel, c'est tout. Mais on peut... Et le réel, c'est le tragique pour vous. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Mais je ne dis pas que tout le monde a tort. Je ne suis pas dans la... Si ceux qui croient à un ordre... Enfin, qui veulent revenir à un ordre ancien ont tort, et les autres qui croient à l'avenir ont tort, oui. Il reste que vous? Non, il ne reste pas que moi. Il reste un tas d'individus qui ont compris, beaucoup de gens, beaucoup de monde qui ont compris effectivement que c'était plus la peine de s'embarrasser des vieilles fictions, des vieilles histoires, et que on ne reviendra pas au temps passé. De fait, Zemmour, Finkielkraut sont dans des logiques réactionnaires. Je ne suis pas dans l'insulte, je suis dans l'étymologie. Là, pour le coup, un réactionnaire, c'est quelqu'un qui veut restaurer un ordre ancien. Je n'y crois pas. Je ne pense pas que restaurer l'école de la Troisième République permettrait de nous sortir de ce mauvais pas dans lequel nous nous trouvons. Et puis d'autres qui nous disent mais non, mais on va inventer l'avenir, on est des progressistes, on a des solutions, on va inventer la programmation à l'école et les enfants vont savoir programmer et ça va faire disparaître l'illettrisme, ce genre de choses. Et je dis voilà 2 impasses. Parce que j'ai cessé de croire aux fictions de gauche et aux fictions de droite. Voilà ce que j'appelle mon athéisme social, en imaginant toujours qu'on peut être de gauche, je le suis, et en disant il y a la possibilité de faire un certain nombre de choses, mais pas sauver la civilisation. Et voilà pourquoi je continue l'Université populaire, pourquoi je continue à écrire, pourquoi je crée une web TV, pourquoi je viens vous rencontrer et je propose un débat avec les idées qui sont les miennes. Je ne pense pas qu'il faudrait se suicider non plus. D'accord, mais le cours de l'histoire est plus fort que la volonté, plus fort que le volontarisme de tout, d'un individu, de nous tous, d'une collectivité. Oui. C'est en cela où vous ne croyez plus, où vous ne croyez pas en l'homme, en sa destinée, en lui-même pour ses enfants. C'est ça ce qui est troublant, Michel Onfray. C'est quand même compliqué de dire qu'il y a le réel, le tragique, et que demain ne sera jamais meilleur qu'auparavant. Mais c'est quoi croire en l'homme ? Ça n'existe pas, l'homme. Vous savez, Diogène, déjà, avec sa lanterne, cherchait un homme en plein jour, une lanterne allumée, et disait « Je cherche l'homme, je cherche un homme », et il ne l'a jamais trouvé. Pour vous, le bateau coule, il faudrait il n'y a que des individus. couler avec élégance, dites-vous. Oui, il n'y a que des individus. L'homme, ça n'existe pas. Et il y a des gens qui font des choses bien. Des gens qui font des choses moins bien. Donc je crois que ceux qui contribuent au mouvement, qui accélèrent le mouvement, et qui font des trous dans la voie d'eau déjà, je dirais, pour continuer la métaphore du naufrage du Titanic, eh bien ce sont des gens qui effectivement ne font pas bien, et qu'il ne faut pas contribuer à la négativité, qu'il ne faut pas ajouter la négativité au monde, donc effectivement, qu'il y a une espèce de morale par provision, comme dirait Descartes, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses à faire et à ne pas faire.
Plutôt faire le bien que faire le mal, par exemple. Plutôt avoir le souci des pauvres, des gens simples et des gens miséreux que d'être fort avec les faibles et faible avec les forts. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui relèvent de l'éthique et qui nous permettent de sombrer avec élégance. Sombrer avec élégance, et c'est la décadence justement de la civilisation judéo-chrétienne. Je vous ai déjà entendu parler, peut-être par opposition, vous allez me dire si c'est le cas, parler de civilisation islamique. Est-ce que vous opposez ces deux civilisations? Non, je ne suis pas dans l'opposition. Dans le sens de leur état de santé, j'allais dire, de leur situation. L'une décadente, et est-ce que vous estimez que l'autre est plus vigoureuse en ce moment? Oui, ça me paraît évident. Il y a la démographie, il y a la vitalité, il y a la possibilité il y a l'expansion géographique. Enfin, il y a un tas de signes qui permettent de savoir que quand une civilisation se rétrécit, on voit bien à quoi ressemble son rétrécissement. Mais est-ce que l'une grandit au détriment de l'autre? Est-ce que la civilisation islamique grandit au détriment de la civilisation judéo-chrétienne? Le gâteau est toujours le même, et si une part est plus grande quelque part, c'est qu'il y a une part publique à côté. Vous le déplorez? Non, là encore non. Je le dis très précisément. Vous vous en inquiétez alors? Non plus. Je constate les choses en disant les civilisations sont diverses et multiples. Quand on fait le tour de la planète, on voit bien, si on fait des conférences au Japon, si on fait des conférences en Inde, si on fait des conférences en Afrique, dans le Maghreb, dans l'Afrique noire, c'est pas du tout le même monde. Je pense que quand on a circulé un petit peu Amérique du Sud, Amérique du Nord, même j'ai vu des chamans au pôle Nord, il y a un moment donné où on a vu assez de choses pour pouvoir dire, et si nous sortions de notre vision un peu franco-française, étriquée, judéo-chrétienne, et en ayant l'impression, comme à l'époque de la Révolution française, que nous sommes faits pour dominer l'univers avec notre raison, avec nos lumières, il y a un moment donné où on se dit non, ça peut plus marcher comme ça. Vous proposez en fait une autre philosophie de l'histoire. Je propose une philosophie de l'histoire et j'ai fait beaucoup de lectures. Une autre, parce que... Oui. Ouais. Et il y en a quand même une avant vous. Oh, plein. Oui. Plein. Non, mais plein. Et j'ai relu pas mal de choses jusqu'à ce que je me suis dit, mais je ne trouve rien qui me convienne. Et à un moment donné, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'il faudrait que je trouve quelque chose qui me convienne dans le passé ? Et je me suis dit, je me suis autorisé à penser tout seul, en me disant, mais après tout, d'où ça vient, comment ça fonctionne, laissons de côté les philosophies de l'histoire, providentialistes, cycliques, linéaires, et toutes ces choses-là. J'avais lu le très gros livre de Julien Freund sur la décadence, qui fait finalement l'état de toutes les théories depuis que le monde est monde. Et je me suis dit, je ne me retrouve pas là-dedans. Puis je me suis dit, tant mieux finalement. Ça veut dire que j'ai une proposition qui est un peu inédite, et c'est une proposition qui se raccroche à Cosmos. Je dis, il y a effectivement... dans l'humanité, depuis qu'elle existe jusqu'à aujourd'hui, depuis que l'univers même existe, la présence de l'homme, c'est vraiment pas grand-chose. Et puis la présence d'un homme sachant qu'il est homme, c'est encore pas grand-chose. Et puis cette espèce de conscience de soi, c'est un film, c'est une tête d'épingle. Je me suis dit, si nous pensions cette tête d'épingle, non pas comme le tout du monde, mais juste comme une tête d'épingle dans un univers qui est beaucoup plus grand que nous. Ma position est romantique, si vous voulez réduire tout. Mais vous ne vous retrouvez pas dans d'autres philosophies de l'histoire, parce que, je crois, c'est ce que vous dites, que nombre de thèses chrétiennes, on les retrouve plutôt dans la philosophie de la Révolution française, du marxisme et du communisme qui a vécu, selon vous. Il faut faire table rase de tout cela. Non, je ne dis pas il faut faire table rase. Vous le faites. Non, ça n'a pas de sens de faire table rase. Puisque vous imaginez une autre philosophie de l'histoire. Ah non, mais il y a une différence entre l'histoire et la philosophie de l'histoire. Je laisse de côté les philosophies de l'histoire, mais je ne laisse pas de côté l'histoire. L'histoire, elle est. La philosophie de l'histoire, c'est le sens qu'on donne à toutes ces choses-là. A priori, c'est épars, c'est divers, c'est multiple. Et puis, à un moment donné, on se dit, y a-t-il un ordre ? Et à ce moment-là, après avoir regardé l'histoire, on propose une philosophie de l'histoire. Philosophie de l'histoire, depuis Bossuet, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, on nous dit, il y a une providence, et puis la providence veut que nous allions vers quelque chose de mieux. Ce qu'on appelle la parousie chez les chrétiens, c'est-à-dire le retour de Jésus, le retour du Messie qui viendra sur terre nous expliquer que, ça y est, d'une certaine manière, la révolution est faite, et qu'on a résolu l'histoire parce que l'humanité est enfin réconciliée avec elle-même. C'est un schéma. Prenez ce schéma, c'est le schéma marxiste. C'est très exactement le schéma marxiste. La révolution, la parousie... Donc pour vous, cette philosophie a fait son temps, simplement. Je dis que c'est une... Oui, disons-le comme ça, si vous voulez. Non, mais disons-le avec vos mots, c'est mieux. Non, je dis que c'est une philosophie qui n'est pas adéquate. Parce qu'elle a pu marcher un temps avec des gens qui ont souscrit à cette nouvelle fiction. C'est la pensée dominante. C'est la pensée dominante, hélas. Et je fais mon travail, je pense, de philosophe en disant il y a des alternatives. On n'est pas tenu de souscrire à des vieux logiciels. Quelqu'un qui se cramponnerait absolument au Minitel en disant que c'est l'avenir, je dirais non, on est passé à autre chose qu'au Minitel, et il me semble que la philosophie de l'histoire qui est la nôtre procède du vieux logiciel marxiste qui a imbibé les pensées de gauche, bien sûr, mais surtout de droite.
c'est une espèce d'évidence pour plein de gens que finalement l'histoire, elle irait dans un sens de perfectionnement, etc. Auschwitz nous fait la démonstration que non, il faut tirer les conséquences de ce qui a eu lieu à ce moment-là, et si à un moment donné, Auschwitz ne pèse rien dans cette idée qu'il y aurait une progression sans cesse, s'il y a une progression, Auschwitz, ça veut dire quoi ? Auschwitz, c'est la preuve qu'il n'y a pas de progrès, qu'il y a des changements, des évolutions, des bouleversements, mais qu'il y a aussi des effondrements. Auschwitz, c'est pour moi un effondrement politique, éthique, moral, ontologique, spirituel. C'est terrible ce que les hommes ont fait aux hommes. Et plus largement, vous continuez à dérouler le fil, hein, vous voyez une forme de continuité. Il y a une forme de continuité dans votre livre qui passe par un christianisme autoritaire, par les croisades, les guerres, l'antisémitisme, et vous dites que dans ce christianisme autoritaire, et qui n'est pas du tout d'ailleurs celui du pape François, je suppose, pas du tout, il y a les germes du fascisme. C'est-à-dire... Oui. Écoutez, il y a un historien catholique qui s'appelait Henri Irénée Marou, qui est décédé maintenant, mais un historien de l'Antiquité, qui parle, lui, de l'État totalitaire. C'est pas moi qui utilise le mot, hein. C'était bien avant BHL, les nouveaux philosophes et la modernité du mot totalitaire. Il nous dit, oui, à partir du moment où Constantin fabrique son État chrétien, début du IVe siècle, il se donne les moyens, effectivement, de détruire tout ce qui n'est pas lui. C'est-à-dire, c'est un État totalitaire. Et au fur et à mesure, on va voir avec les croisades, on le voit, enfin je raconte tout ça un peu dans le détail, les croisades, les expéditions punitives, les procès de sorcières, les procès d'animaux, les destructions, les incendies de bibliothèques, l'Inquisition, enfin toutes ces choses qui montrent que le christianisme est fort et interdit tout ce qui n'est pas lui-même. Donc les hérésies, les cathares qu'on détruit, et puis à un moment donné où effectivement ça s'inverse, mais un peu comme un gant que vous retournez reste le même gant, vous avez une déchristianisation en 1793, mais finalement il fonctionne exactement sur le même principe, puisque les schémas sont conservés avec la version robespierriste, puisque c'est Robespierre qui est là, c'est gagne la Révolution française, j'aurais préféré que ce soit les Girondins ou les Enragés, ça me paraissait nettement plus intéressant. On va pas refaire l'histoire, là, pour le coup, parce que vous m'avez fait la remarque tout à l'heure. Permettez-moi, je vais faire un saut dans l'actualité, puisqu'on parle de chrétienté. Quand un responsable politique affirme sa chrétienté, alors lui, il dit qu'il ne le dit pas du tout ne le présente pas comme un argument électoral, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça vous choque quand François Fillon dit qu'il est gaulliste et ajoute qu'il est chrétien et explique que pour cela, il ne touchera pas à certaines mesures qui peuvent défavoriser les plus fragiles d'entre nous? Ceux qui pensent qu'il n'a pas le droit de le dire ont une étrange définition de la tolérance. Si aujourd'hui, alors que sur Internet on peut tout dire, qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, que les Juifs ont inventé la Shoah, que tout est possible aujourd'hui sur le net, et qu'un quelqu'un qui a envie, chef de parti qui a envie d'être chef de l'État, dise qu'il est catholique, il a le droit de le dire. Et après, toutes ces polémiques participent justement quelque part de la décadence. Si on reproche à un responsable politique en France d'affirmer sa chrétienté, est-ce que ça veut dire qu'on met un voile en fait sur ça? On ne veut plus voir ça. Ça veut dire qu'on ne tolère plus rien. L'athée que je suis pense qu'évidemment il a le droit de dire qu'il est catholique, et le journaliste a le devoir, plutôt que de l'insulter, plutôt que de le mépriser, plutôt que de le vilipender, plutôt que de rester dans la logique de la guerre civile, plutôt que de faire tomber une fois de plus la guillotine, il a le devoir de lui dire « expliquez-nous ce que ça signifie et quel est votre catholicisme. Est-ce que c'est celui de Saint Paul? Est-ce que c'est celui de Jésus? Est-ce que c'est celui de l'Inquisition? Est-ce que c'est celui des Jésuites? Ou est-ce que c'est celui des franciscains ?» On a de la chance, on a un pape qui est jésuite et franciscain. Il est tellement jésuite qu'il a décidé de prendre le nom de Saint François. Mais qu'il y ait du débat, qu'il n'y ait pas d'insulte. On n'insulte plus aujourd'hui. Donc je pense qu'on devrait pouvoir lui demander ce que ça veut dire. Et puis même sur le mot gaulliste, je pense qu'il dit qu'il est gaulliste, mais il ne l'est pas. Ça ne choque pas l'athée que vous êtes. Là, je parle de... Non, mais justement, on pourrait l'interroger sur ce sujet-là. Voilà, quelqu'un qui nous dit que les jeunes ayant voté pour le maintien de l'Angleterre dans l'Europe, il aurait fallu que les jeunes aient deux voix alors que les vieux n'en aient qu'une. On se dit, bravo le gaulliste. Donc je pense qu'on a le droit de débattre, qu'on a même le devoir de débattre, et que on peut dire qu'on est franc-maçon, on peut dire qu'on est juif, on peut dire qu'on est musulman, on peut dire qu'on est agnostique, on peut dire qu'on est athée, pourvu qu'on n'insulte pas celui qui nous le dit, et pourvu qu'on entre dans un débat, qu'on entre dans une discussion. Avant 1789, la tradition des salons est l'occasion, des salons littéraires, des salons philosophiques, est l'occasion de penser ensemble, de faire des propositions qui soient des propositions d'intelligence, parce que la raison a quand même été une production française, européenne du moins, et il me semble que nous déraisonnons beaucoup. Ces responsables politiques parlent de très nombreux sujets. Il y a un sujet qui est oublié et qui vous touche en particulier. Je vous le dis parce que vous êtes fils d'agriculteur, donc attaché à la terre, à sa terre. C'est l'agriculture, le terroir, le lien avec la terre. C'est l'un vraiment des sujets oubliés, d'ailleurs bizarrement de cette campagne.
Mais selon vous, est-ce qu'il y a un candidat, je ne veux pas vous faire choisir un candidat, mais un responsable politique ou même au-delà, public, qui a cette conscience de la géographie, de la terre, de ce lien avec les terroirs et les territoires? Pas du tout. Et pour une raison bien simple, c'est que de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Emmanuel Macron, ils sont tous jacobins. Tous. Et ça fait un point commun considérable. C'est-à-dire le jacobin pense qu'effectivement, il y a la province, qu'il y a la campagne, mais que finalement, tout est à Paris parce que la capitale, c'est la tête, étymologiquement, et puis il y a le reste qui va obéir, et qu'on continue à monter à Paris, comme on monte au paradis, et à descendre en province, comme on descend en enfer ou dans le caniveau, et j'estime que le logiciel jacobin a fait son temps. Et Tocqueville le dit très bien, de Philippe le Bel jusqu'à lui-même, Tocqueville, mais on peut aller jusqu'au général de Gaulle en passant par Napoléon, le général de Gaulle, etc., même Mitterrand et d'autres, sont des gens qui ont considéré qu'on pouvait monter de sa province, Jarnac par exemple, et puis on arrive à Paris, et là on va gérer les affaires de la France. Les Girondins disaient, il y avait 83 départements à l'époque, Paris ne doit peser qu'un 83e de la nation. Et je pense que si nous retrouvions ce principe-là... Comment ? Eh bien, en supprimant cette constitution qui est jacobine, en changeant vraiment les perspectives qui permettraient... Ça, c'est le programme de Michel Onfray, candidat. Oui, vous voyez que je ne suis pas complètement désespéré. Non, mais vous êtes engagé, donc vous croyez. Oui, et je pense que si on permettait aux gens de voter sur place, dans les communes, et qu'on permettait un communalisme libertaire, des autonomies départementales, des autonomies régionales, avec la possibilité pour l'État d'être une garantie des fédérations girondines, les gens retrouveraient le sens. Vous allez le mettre sur écrit, tout ça ? C'est un livre qui va apparaître bientôt. Parce que je pense qu'il faut sombrer avec élégance et ce sera un mode d'emploi de l'élégance politique. Vous dites souvent que le fils du pauvre que vous étiez s'en est sorti grâce, puisqu'on a parlé de l'agriculture, c'est une chose, autre sujet majeur, mais là ils en parlent beaucoup, c'est l'école. Et qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Qu'est-ce qu'il faudrait changer d'urgence pour que ça arrive de nouveau ? Pour que vous et d'autres encore, des nouvelles générations, puissent évoluer, accéder aujourd'hui à d'autres responsabilités ? Oui, on pourrait changer des choses. Ce serait bien qu'à l'école, on réapprenne à lire, à écrire, à compter, à penser, par exemple. Ça va tout de suite faire partir le buzz en disant on ferait réac. Et vous vous rendez compte, il voudrait qu'à l'école, on apprenne à lire, à écrire, à compter. C'est plus ça qu'on apprend à l'école. Donc, ça me paraît dommage, effectivement, que ce grand lieu de brassage social qui était l'école, où le fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage que j'étais était dans la même école avec le même instituteur que le fils du patron, et on le considérait exactement de la même manière. Et si on parlait correctement le français, chez les patrons de mes parents, on le parlait un peu plus difficilement chez les miens. On partait pas en vacances, il n'y avait pas d'école, il n'y a jamais eu de cinéma, il n'y a jamais eu de restaurant, il n'y a jamais eu de théâtre, il n'y a jamais eu d'opéra, il n'y a jamais eu de musique classique, il n'y a rien eu de tout ça. Et puis il y avait ça probablement dans les familles bourgeoises. Eh bien, il se fait qu'à l'école, on apprenait la musique classique, on écoutait Mozart, on nous faisait lire des textes, on découvrait la littérature classique. Et mon père, qui a quitté l'école à 12 ou 13 ans, avait lu Georges Sand, Maupassant, Flaubert, il était capable de parler de Zola, il était capable de parler de Balzac, il avait quelques poèmes de Victor Hugo en tête, il avait quelques poèmes de La Fontaine, et même la morale de La Fontaine était une morale qu'il nous enseignait, à mon frère et à moi. Et j'estime que ce monde-là n'est plus. À l'évidence, c'est un monde qui n'est plus. C'est encore la décadence. Oui, parce que je pense qu'il y a effectivement... On est encore dans le tragique. Et je pense que quand l'école apprend à lire à un enfant et qu'elle obtient qu'il puisse lire, et que l'école n'apprend plus à un enfant qui ne sait plus lire quand il sort de l'école, et qu'on compare ces deux moments-là, il y a effectivement un moment qui me paraît supérieur à l'autre. Donc vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui un candidat devrait dire, voilà, pour l'école, il faut apprendre à lire et à écrire. Non, parce qu'on est dans le politiquement correct, on touche pas à l'école, parce que toucher à l'école, c'est toucher au syndicat c'est pas possible, on met tout le monde dans la rue, ce sont des fonctionnaires. Enfin, on voit bien que l'intérêt de la France n'est pas là, que l'intérêt des enfants n'est plus là non plus, que les gens font de la politique politicienne, et que la meilleure façon de durer quand on est ministre de l'Éducation nationale, c'est de ne rien faire. Celui qui a excellé en la matière, c'était François Bayrou, il a laissé un excellent souvenir, parce qu'il n'avait rien fait. Et ne rien faire quand tout s'effondre, c'est effectivement contribuer à la décadence, il faut utiliser le mot. Mais justement, puisqu'on parle de décadence, je dois vous avouer que je m'inquiète pour vous. Pourquoi ? Parce que dans ce livre à décadence, ça y est, vous avez mis, j'allais dire, la dernière pelletée de terre. Qu'est-ce qu'il reste encore à écrire quand on a acté la décadence, quand on a mis la civilisation dans la tombe ? Oui, mais je ne suis pas la civilisation, et personne n'est à lui tout seul la civilisation. C'est-à-dire, je ne dis pas, mettez-vous une balle dans la tête, il n'y a plus que ça à faire. D'abord, il y a un livre qui va suivre et qui va s'appeler Sagesse. Et peut-être même comme les... C'est un titre provocateur pour Michel Onfray, Sagesse. Pas du tout. Sagesse. Je suis très sage, moi. Oui. Et qui est une éthique, qui est une proposition de morale, en disant, effectivement, c'est pas idéal d'investir dans la philosophie de l'histoire, dans l'idée que la politique pourrait changer les choses, mais en revanche, de vous à moi,
de vous aux personnes que j'ai rencontrées tout à l'heure avant d'arriver jusqu'ici, il y a un autre lien que le lien purement politique, qui est le lien éthique et que le lien moral. Et donc, quand je dis oui, nous sommes sur un bateau qui est en train de couler et il faut mourir élégamment, je voudrais une théorie de l'élégance qui soit l'occasion de restaurer un certain nombre de valeurs qui ont disparu et qu'on trouve chez les philosophes romains. Pas grecs, pas anciens, mais les philosophes romains. Et je dirais le temps venu pourquoi. Mais effectivement, la loyauté, la parole donnée, l'engagement, la droiture, la vertu, enfin toutes choses qui, dissociées du christianisme, montrent qu'il y a eu, dans la grande époque romaine, une espèce de droiture qui moi, me fascine assez. Donc ce sera une proposition pour ne pas se mettre une balle dans la tête. Non, je pense que la solution n'est pas dans la destruction de soi-même, mais dans la sublimation de soi, dans une relation vraiment éthique, dans une relation vraiment morale à autrui et au monde. Et toutes ces propositions, vous les développez notamment dans votre web TV, dont on dit qu'elle marche extrêmement bien. Combien d'abonnés ? En 3 mois, on a passé 10 000. Alors la question, c'est pourquoi vous venez encore sur les plateaux de télévision ? Mais parce que je pense que mis à part pour répondre à notre invitation. Oui, parce que je choisis les lieux dans lesquels je pense pouvoir faire avancer mes idées, parce qu'il y a plein de gens modestes, justement dans les campagnes dont vous parliez tout à l'heure, plein de gens modestes qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas d'ordinateur, qui sont obligés de s'en servir un peu petitement quand ils en ont un, parce qu'ils sont bien obligés, mais ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas dans cette logique qui fait qu'on a le réflexe de prendre son portable, je ne sais quoi. Moi, quand je suis dans mon village natal, le téléphone portable ne passe pas. Et on a des difficultés. Donc je pense que la France n'est pas complètement connectée et qu'il y a un service public, il y a des télévisions, des émissions grand public dans lesquelles je vais parce que je choisis les endroits en me disant ici je pourrais dire des choses et je ne serai pas forcément insulté. C'est le cas ce soir. Oui, c'est pourquoi je suis là. Vous reviendrez alors pour Sagesse ? Si vous m'invitez, je viendrai. Et si je suis encore là, je viendrai. Merci Michel Onfray d'avoir été notre invité.